Bonjour mes chers élèves de la troisième année collégiale Parcours International. Notre séance aujourd'hui, ou bien notre troisième séance concernant la motricité involontaire et les réflexes médulaires. Donc, on commence par des observations. Quand on touche par hasard un objet brûlant, on fait un geste rapide non contrôlé pour éviter la brûlure bien sûr. Retrait de la main rapidement suite à une piqûre par une épine et aussi quand on tombe, les mains partent en avant pour amortir le bloc. Donc d'après ces observations, ou bien ces mouvements sont appelés de retrait de la main suite à une stimulation, sont appelés des mouvements qui sont involontaires, stéréotypés et très rapides pour empêcher les dangers bien sûr. Cette réaction non contrôlée est un mouvement involontaire ou bien un acte réflexe ou bien un réflexe. Donc ici, l'exécution d'un mouvement nécessite la contraction de muscles précis. Cette contraction est toujours commandée par le système nerveux central, mais le mouvement peut correspondre soit un mouvement décidé par le sujet, comme on a déjà vu concernant la motricité volontaire ou bien le mouvement volontaire, soit un mouvement qui est automatique, involontaire, en réaction à un stimulus bien sûr externe qu'on appelle le mouvement réflexe. Et lorsqu'on parle de réflexe, c'est une réaction motrice involontaire et stéréotypée. Lorsqu'on dit stéréotypée, c'est-à-dire toujours la même, et en réponse à une stimulation. On a vu d'abord que la motricité ou bien volontaire ou bien le mouvement volontaire, elle ne nécessite pas de stimulation, seulement une décision prête pour faire le mouvement. Par contre, le réflexe, elle est due à une stimulation. Ici, on parle aussi de le réflexe myotatique qui permet la contraction involontaire d'un muscle en répondant à son étirement. C'est un réflexe d'étirement inné, bien sûr involontaire, et automatique et aussi stéréotypé. Donc, ce sont les types de mouvements, comme on a déjà dit, mouvements volontaires ou bien involontaires. Et on va voir, nous, les réflexes médulaires et quels sont les différents éléments intervenant dans les réflexes médulaires et aussi leur rôle. Et on va voir le trajet de l'influx nerveux en acte réflexe. Donc, commençons par des expériences pour mettre en évidence les éléments intervenant dans la motricité involontaire. Pour mettre en évidence les différents éléments intervenant dans la motricité ou la réalisation d'un acte réflexe médulaire, on réalise une série d'expériences sur une grenouille, bien sûr, décérébrée. On commence par la première expérience. On trempe la patte gauche d'une grenouille normale dans de l'acide. Donc, on prend une grenouille qui est normale, on trempe les jambes ou bien la patte gauche d'une grenouille dans de l'acide. Et comme vous voyez, on remarque qu'il y a la réaction de l'animal. L'animal se débat en utilisant ses quatre membres et avec une flexion des deux pattes, des deux membres, la patte gauche et la patte droite aussi, en parlant aussi d'une grenouille qui est normale. On va voir la deuxième expérience. Donc, durant notre deuxième expérience, on trempe la patte gauche d'une grenouille décérébrée dans de l'acide. Et lorsqu'on parle ici d'une grenouille qui est décérébrée, c'est-à-dire la grenouille, on a détruit l'encéphale. Lorsqu'on détruit l'encéphale, on parle d'une grenouille qui est décérébrée, mais la moelle épinière chez cette grenouille, elle est intacte, elle est saine. Donc, lorsqu'on a fait la destruction de l'encéphale et on a fait tremper la patte gauche d'une grenouille dans de l'acide, donc on remarque ici qu'elle fait l'efflexion de la patte gauche, même si on a détruit le cerveau. Donc ici, on peut dire que même lorsqu'il a fait la réaction involontaire pour empêcher le danger, donc le cerveau, il n'intervient pas dans la motricité involontaire ou bien dans le réflexe médulaire. La troisième expérience, on parle de la grenouille qui est démédulée, la moelle épinière est détruite. Lorsqu'on parle de la grenouille décérébrée, on a détruit le cerveau. Lorsqu'on parle de la grenouille démédulée, cette fois-ci, on a détruit la moelle épinière aussi. Donc après, lorsqu'on a fait la destruction de la moelle épinière, on trempe la patte droite d'une grenouille démédulée dans de l'acide et on remarque qu'il n'y a pas de réaction, c'est-à-dire l'animal ne réagit pas, il n'y a pas de flexion de la patte. Donc, d'après cette expérience, on peut dire que lorsqu'on a fait la destruction de la moelle épinière, la grenouille ne réagit pas, donc la moelle épinière elle joue un rôle très important dans le réflexe médulaire. Et aussi,
on va voir notre quatrième expérience. Donc, on prend une grenouille spinale, on sectionne le nerf sciatique. Lorsqu'on dit bien sûr ici une grenouille spinale, c'est-à-dire une grenouille d'où on a détruit le cerveau, mais la moelle épinière, elle est saine, elle est intacte. Donc, on coupe ou on sectionne le nerf sciatique de la patte gauche et on trempe la patte gauche dans de l'acide. Donc, lorsqu'on parle de nerf sciatique, on a ici les deux nerfs sciatiques qui sont reliés à la colonne vertébrale. On coupe les deux nerfs sciatiques et après, on trempe la patte gauche dans de l'acide. Et comme vous voyez, que l'animal ne se réagit pas, il n'y a pas de réaction, absence de flexion de la patte. Donc après, lorsqu'on a fait la section de nerf sciatique, la grenouille elle ne réagit pas. Donc le nerf sciatique elle joue un rôle très important dans le réflexe médulaire. La cinquième expérience qu'on a, on prend une grenouille spinale, on sectionne le ligament du mollet gauche et on trempe la patte gauche dans de l'acide. Le résultat, comme vous voyez, il n'y a pas de flexion de la patte sans flexion, mais les muscles du mollet se contractent. Donc, il n'y a pas de flexion de la patte après la section de ligament, mais le muscle se contracte. Donc ici, aussi les muscles, ils interviennent dans la motricité involontaire. Ils jouent un rôle très important dans la motricité. Notre dernière expérience, on fait l'anesthésie de la patte gauche d'une grenouille décérébrée par l'éther, puis on trempe la patte droite dans de l'acide, c'est-à-dire on fait l'anesthésie de la patte gauche d'une grenouille, on fait l'anesthésie de la peau et on fait tremper la patte dans de l'acide et comme vous voyez, il n'y a pas de réaction, la grenouille ne réagit pas, absence de flexion de la patte. Donc ici, la peau aussi, elle intervient dans la motricité volontaire et elle joue un rôle très important dans la motricité volontaire. Donc, d'après ces expériences, on peut dire que la réalisation d'un acte réflexe médulaire nécessite l'intervention des éléments suivants. Nécessite d'abord l'intervention de la moelle épinière qui joue le rôle de centre nerveux. Dans le réflexe médulaire, comme on a vu dans les expériences, le cerveau n'intervient pas. C'est-à-dire même si on a fait la distraction du cerveau, la grenouille elle réagit, c'est-à-dire que le cerveau n'intervient pas. Par contre, la moelle épinière elle joue un rôle très important, elle joue le rôle de centre nerveux. Aussi, on a vu l'intervention de la peau qui joue un rôle de récepteur sensitif, c'est-à-dire que reçoit, lorsqu'on parle de la récepteur sensitif, comme on a vu durant notre première séance concernant la sensibilité consciente, que la peau elle joue un rôle d'un récepteur sensitif, c'est-à-dire qu'il reçoit la stimulation, et le nerf sciatique, ici, qui joue le rôle d'un conducteur qui transporte l'influx nerveux. Et finalement, le muscle qui est un effecteur moteur, c'est-à-dire qui reçoit l'influx nerveux, se contracte et réalise le mouvement involontaire. Donc, lorsqu'on parle de la motricité volontaire, elle nécessite l'intervention de 4 organes, comme on a ici, la moelle épinière, la peau, le nerf sciatique et le muscle aussi. Donc maintenant, on va voir quel est le trajet de l'influx nerveux dans un acte réflexe médulaire et quelle est la relation entre le nerf sciatique et la moelle épinière. Commençons d'abord par des expériences de Magendie. Magendie a fait des expériences qui ont permis de préciser les voies nerveuses des réflexes médulaires. Mais tout d'abord, il faut savoir la structure de la moelle épinière. Lorsqu'on parle de la moelle épinière, elle se compose de 2 substances, comme vous voyez ici, une substance grise centrale et une substance blanche périphérique. Aussi, il y a la présence de 2 racines. On a la racine postérieure et la racine antérieure. La racine postérieure, elle est caractérisée par la présence de ce qu'on appelle la ganglion spinale et les deux sont reliés par ce qu'on appelle le nerf rachidien. Donc, c'est la structure de la moelle épinière. Je répète, elle se compose de 2 substances, substance grise centrale et substance blanche périphérique, plus l'existence de 2 racines. La racine postérieure qui contient une ganglion spinale et une racine qui est antérieure. Les 2 racines sont reliées par ce qu'on appelle le nerf rachidien. Donc, bien sûr, les composants se trouvent de part et d'autre de notre moelle épinière, c'est-à-dire la partie gauche et la partie droite aussi. Donc, une coupe transversale de la moelle épinière, comme on a vu, montrait 2 régions. La substance grise au centre se forme de H et la substance blanche en périphérie. La moelle épinière aussi est reliée aux différents organes par ce qu'on appelle le nerf rachidien. Chaque nerf constitué de 2 racines. Une racine antérieure, ou bien on dit ventrale, et une racine postérieure, ou bien on dit dorsale, contient un ganglion spinal.
Donc, parmi les expériences faites par Majandi, commençons par l'expérience de section du nerf rachidien. Et comme vous voyez, Majandi a fait la section du nerf rachidien. Bien sûr, elle a fait des expériences sur des chiens. Premièrement, elle a fait la section du nerf rachidien. Et comme résultat de cette section, comme vous voyez, il y a paralysé de la région du corps énervé par ce nerf rachidien, sectionné et perte de toute sensibilité. Lorsqu'on dit paralysé, c'est-à-dire perte de la motricité. Et lorsqu'on dit perte de la sensibilité, c'est-à-dire perte de toute sensibilité, perte de la sensation dans les régions énervées par ce nerf. C'est pour cela qu'on dit que le nerf rachidien, c'est un nerf mixte. Il conduit à la fois l'influx nerveux moteur et l'influx nerveux sensitif parce qu'après leur section, on a obtenu deux résultats, paralysé plus perte de la sensibilité, c'est-à-dire il n'y a pas le passage de l'influx nerveux, ni l'influx nerveux sensitif, ni l'influx nerveux moteur. C'est pour cela qu'on dit que le nerf rachidien, c'est un nerf mixte qui transporte à la fois l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur. Aussi, parmi les expériences faites par Majandi, elle a fait la section de la racine antérieure ou bien ventrale, puis il y a l'excitation des bouts périphériques de la racine. Donc, comme vous voyez ici, on a fait la section de la racine antérieure, puis il y a la stimulation ou bien l'excitation de la partie périphérique. Et comme résultat, on a la paralysie de la région des corps énervés par ce nerf, mais elle reste sensible. C'est-à-dire qu'il y a seulement paralysée, il y a perte de la motricité, mais elle a gardé la sensibilité. L'excitation des bouts périphériques de la racine provoque une contraction musculaire. Et lorsqu'on fait la stimulation des bouts périphériques, elle a provoqué une contraction musculaire. Donc ici, dès qu'il y a paralysé, donc la racine antérieure elle joue un rôle d'un conducteur moteur, elle conduit l'influx nerveux moteur. Mais cette fois ici, on a parlé aussi de la section de la racine antérieure, mais on a fait l'excitation du bout central de la racine. Bien sûr, le résultat, c'est la paralysie de la région des corps énervés par ce nerf, elle garde la sensibilité, et l'excitation du bout central reste sans effet. Cette fois-ci, on a fait l'excitation du bout central qui reste sans effet, c'est-à-dire que la racine antérieure, elle joue le rôle d'un conducteur, comme on a dit, moteur, c'est-à-dire qui contient des fibres nerveuses motrices qui conduisent seulement l'influx nerveux moteur. Elle conduit seulement l'influx nerveux moteur. On a dit que le nerf rachidien, elle conduit à la fois l'influx nerveux moteur et sensitif. Par contre, la racine antérieure, elle joue un rôle d'un conducteur moteur seulement. Elle contient des fibres nerveuses motrices. Cette fois-ci, on a fait la section de la racine postérieure ou bien la racine dorsale, on a dit qu'il contient le ganglion spinal, et on a fait l'excitation du bout central de la racine. Comme résultat de cette section, la région des corps énervés par ce nerf rachidien sectionné perd toute sensibilité, la motricité est maintenue. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a la perte de la sensibilité, mais la motricité elle est maintenue, que la section soit réalisée d'un côté ou d'autre du ganglion. C'est-à-dire que ce soit on a fait la section de cette partie ou bien de cette partie, on obtient la même chose, c'est-à-dire perte de la sensibilité et la motricité elle est maintenue. Donc l'excitation du bout central, on a fait l'excitation du bout central comme vous voyez ici, provoque une sensation de douleur avec mouvement. Donc c'est pour cela on dit lorsqu'on parle de la perte de la sensibilité, donc la racine postérieure, elle joue le rôle de conducteur, mais cette fois-ci, elle joue le rôle de conducteur qui est sensitif, c'est-à-dire qui transporte l'influx nerveux sensitif. Cette fois-ci, on a fait aussi la section de la racine postérieure, mais l'excitation, on a fait l'excitation de la bout périphérique de la racine. Avant, on a fait l'excitation de bout central. Maintenant, l'excitation de bout périphérique de la racine. Le résultat, c'est la même à peu près. La région des corps énervés par ce nerf rachidien sectionné pour toute sensibilité et la motricité, elle est maintenue. L'excitation du bout périphérique de cette racine reste sans effet. C'est-à-dire, lorsqu'on fait l'excitation de le bout périphérique de la racine, il reste sans effet. C'est-à-dire que la racine postérieure contient des fibres nerveuses sensitives qui conduisent seulement l'influx nerveux sensitif. Donc la racine postérieure, elle contient seulement des fibres nerveuses sensitives, elles conduisent seulement l'influx nerveux sensitif.
Donc, d'après ces expériences, Majandi a dégagé les conclusions suivantes, que le nerf rachidien, c'est un nerf mixte, car elle est formée de fibres nerveuses motrices et de fibres nerveuses sensitives. Les racines postérieures, c'est-à-dire ou bien on dit les racines dorsales des nerfs rachidiens, renferment des fibres afférentes conduisant les influx nerveux sensitifs, et les racines antérieures ou bien ventrales des nerfs rachidiens renferment des fibres qui sont efférentes, conduisant les influx nerveux moteurs. Donc, on a dit que le nerf rachidien, c'est un nerf mixte qui contient à la fois les fibres nerveuses motrices et les fibres nerveuses sensitives. Et on a dit que c'est un nerf qui est mixte. Les racines postérieures, elles contiennent des fibres nerveuses sensitives seulement, elles transportent seulement l'influx nerveux sensitif. On dit des fibres nerveuses sensitives ou bien des fibres afférentes. Et les racines antérieures, elles contiennent des fibres efférentes, c'est-à-dire elles contiennent des fibres nerveuses motrices et qui transportent l'influx nerveux moteur seulement. Donc, en conclusion des organes qui interviennent dans la motricité volontaire, la moelle épinière, on a dit, c'est le centre nerveux des réflexes médulaires qui nécessite l'intervention des éléments suivants. Premièrement, des récepteurs sensitifs dont la stimulation conduit à la naissance d'influx nerveux sensitifs, c'est-à-dire au niveau des récepteurs sensitifs, il y a la naissance de l'influx nerveux après stimulation. Après, l'influx nerveux elle est transporté par des conducteurs sensitifs, c'est-à-dire des fibres nerveuses sensitives qui transmettent l'influx nerveux depuis l'organe sensoriel vers la moelle épinière, c'est-à-dire vers le centre nerveux. Et après, on a le centre nerveux qui est la moelle épinière qui transforme l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Après, l'influx nerveux moteur elle est transporté par des conducteurs moteurs, c'est-à-dire des fibres nerveuses motrices qui transportent l'influx nerveux moteur depuis le centre nerveux vers les muscles. Et dernièrement, on a les muscles ou bien l'organe effecteur qui répondent à l'influx nerveux, c'est-à-dire qui reçoit l'influx nerveux, répondent à l'influx nerveux, se contractent et bien sûr réalisent le mouvement involontaire. Donc, lors d'un mouvement involontaire, il y a l'intervention des éléments suivants, comme on a dit, des récepteurs sensitifs, un conducteur sensitif, le centre nerveux qui est la moelle épinière, des conducteurs moteurs et finalement les effecteurs de mouvement, c'est-à-dire l'organe effecteur qui réalise le mouvement. Et maintenant, on passe à la représentation de trajet de l'influx nerveux lors de réflexes médulaires. Commençons d'abord par la stimulation des récepteurs sensitifs. Donc, lorsqu'on a ici, après stimulation au niveau des récepteurs sensitifs, il y a la naissance de l'influx nerveux sensitif qui est transporté par des conducteurs sensitifs, c'est-à-dire par des fibres nerveuses sensitives, vers le centre nerveux qui est la moelle épinière, qu'on a dit qui transforme l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur et qui est transporté par des conducteurs moteurs, c'est-à-dire des fibres nerveuses motrices, vers les muscles, l'organe effecteur qui se contracte et réalise le mouvement. Donc, on a ici en bleu, on a l'influx nerveux moteur ou bien on dit l'influx nerveux centrifuge. Et en rouge, vous avez l'influx nerveux sensitif ou bien l'influx nerveux centrifuge. Donc, le trajet de l'influx nerveux ici, lors de réflexe médulaire, on appelle l'arc réflexe, c'est-à-dire le trajet de l'influx nerveux sensitif et moteur lors d'un mouvement involontaire. Donc, comme vous voyez ici, on a après stimulation des récepteurs sensoriels au niveau de la peau, il y a naissance de l'influx nerveux qui est transporté par des conducteurs sensitifs en passant par le nerf rachidien, par la racine postérieure vers le centre nerveux, vers la substance blanche de la moelle, vers la substance grise de la moelle épinière, qui fait au niveau de neurones d'association, il y a la transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur qui est transporté après par des fibres nerveuses motrices contenant dans la racine antérieure, puis en passant par le nerf rachidien vers bien sûr les muscles, l'organe effecteur qui se contracte et réalise le mouvement. Et comme on a déjà dit, ce trajet, elle s'appelle l'arc réflexe. Le trajet de l'influx nerveux qu'on a dit dans les réflexes médulaires s'appelle l'arc réflexe.
Donc, on arrive à la dernière partie de notre séance. Merci pour votre attention, mes chers élèves. À la prochaine séance, Inch'Allah.